Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Jusqu'à présent, nous nous sommes penchés sur plusieurs sujets de la civilisation primaréenne, et notamment son rapport à la guerre. Par corollaire, il me semble à présent nécessaire d'évoquer le rapport que pouvait entretenir ce peuple avec la mort. Cela va nous permettre de comprendre leur vision de l'après-vie d'une personne, ainsi que le deuil. Pour commencer, et afin de comprendre la philosophie primaréenne sur la mort, il est important que j'évoque comment leur religion décrivait le cycle de la vie d'une personne, de sa naissance à son décès. Si vous vous souvenez, nous avions vu dans l'épisode sur la religion que la mythologie était composée en 4 ères, la dernière étant celle passée la fracture anima, où les dieux ont perdu une grande partie de leur essence qui sont devenus les humains, nommés aussi fragments. Depuis lors, les dieux, bien que puissants, n'ont plus été capables de conserver une stabilité de leur essence et perdaient régulièrement des morceaux d'énergie qui rejoignaient le monde des hommes et provoquaient l'apparition d'un nouvel être humain. Ainsi, chaque naissance était considérée comme issue de l'essence du dieu du pays dans lequel l'enfant était né. À sa mort, l'essence allait retourner vers le dieu qu'il priait. Ce dernier pouvait être le même que celui de sa naissance, ou un autre s'il avait décidé de changer de pays ou de dieu au cours de sa vie. Son esprit resterait attaché à son essence tant que sa mémoire perdurerait, puis, finalement, il finirait par se dissoudre dans l'énergie du dieu qui, plus tard, en perdra à nouveau pour provoquer une nouvelle naissance, et ainsi de suite, poursuivant le cycle. Sous une forme plutôt humoristique, vous avez une illustration de cette notion de cycle dans le jeu Status God Tycoon, que l'on peut retrouver sur Steam. C'est un jeu de gestion de ses dévots en tant que dieu primaréen. Il prend pas mal de liberté humoristique, mais il a plutôt bien compris la notion de cycle mort-naissance primaréenne. Alors, vu que la mort était perçue comme un abandon du corps du défunt par son essence, que l'on pourrait considérer comme son âme, les primaires n'accordaient que peu d'importance à la dépouille, un peu comme s'il s'agissait d'un véhicule tombé en panne. Bien entendu, cela ne signifie pas pour autant que les corps des gisants étaient laissés à l'abandon, bien au contraire. Ne serait-ce que pour des raisons sanitaires, ils n'allaient pas laisser les cadavres exposés n'importe où. Mais d'autre part, ils s'employaient dans la majorité des cas à rendre le corps utile, si je puis dire. Dans le désert de la pointe boréale, on avait tendance à momifier les corps pour les assécher avant de les découper pour en faire du combustible. Dans les zones agricoles, comme on pouvait l'avoir en plaine centrale, à la ceinture forestière ou d'autres, les corps étaient enterrés pour servir d'engrais à la manière d'un compost. Enfin, dans les archipels orientaux, cela allait plus loin puisque les corps étaient lâchés dans les bassins d'élevage des poissons afin de les nourrir. Alors, je maintiens votre attention sur le fait que ces pratiques n'étaient en rien barbares. Certaines personnes, comme toujours très peu renseignées, ont eu tendance à faire de mauvais raccourcis et à considérer la civilisation primaire comme irrespectueuse à cause de ça. Par exemple, dans le livre pourtant intéressant de Niall Ferguson, La mort dans d'autres cultures, où il a cette phrase malheureuse « Imaginez-vous seulement utiliser la tombe de votre mère comme potager, peut-être peut-on voir là une forme de pragmatisme absolu, la mort comme dernière action utile pour le groupe. » Bon, c'est fort dommage, d'autant plus en considérant le reste du livre qui s'avère très bon, mais on mesure là le problème qu'il y a toujours à percevoir une culture au travers de la nôtre. Non, les primaires n'étaient en rien irrespectueux envers leurs morts, bien au contraire. Simplement, les corps ne représentaient pas ces morts à leurs yeux, c'est tout. D'ailleurs, un parfait exemple de leur dévotion envers les défunts était le rite funéraire qui était pratiqué dans la quasi-totalité de Status, le Ecomen ab vita, que l'on pourrait traduire par l'écho du nom dans l'après-vie. Ce rituel était d'une importance capitale, pour une raison très simple, s'il n'était pas pratiqué, l'essence du défunt n'irait jamais rejoindre son dieu. La pratique de ce rite est simple, en un sens, à la mort d'une personne, pour permettre à son essence de rejoindre son dieu, le nom absolu du défunt devait être inscrit à un emplacement. Alors, les premières traces de ce rituel sont datées juste avant le début de leur exode, peu de temps après la découverte de l'écriture. Bon, les recherches sur sa première forme sont encore incomplètes pour le moment, dans la mesure où il s'agissait d'une époque où l'écriture était chancelante. Cependant, les fouilles semblent indiquer que les tout premiers rites consistaient en l'ensevelissement du défunt sous un ensemble de cailloux sur lesquels était inscrit son nom, ainsi que diverses informations comme son groupe d'appartenance, son dieu et ses caractéristiques. Pendant l'exode, via la découverte de l'inscription sur bois, l'écriture se fit de plus en plus compacte. A l'inverse, le besoin en pierre, notamment pour les constructions, fut de plus en plus important et l'Ecomen ab vita évolua pour trouver la forme que l'on connaît. Le nom pouvait désormais être inscrit n'importe où, généralement le défunt qui n'avait pas formulé avant sa mort d'emplacement spécifique voyait son nom inscrit dans le lieu qu'il avait fréquenté le plus souvent.
un soldat verrait son nom inscrit contre un arbre d'un des lieux où il s'était battu, un bâtisseur contre la façade d'une des maisons qu'il a construites, etc. Le corps, lui, n'avait plus à y être rattaché. Cela fait qu'il était fréquent, pour ne pas dire permanent, de croiser des inscriptions de noms de personnes décédées un peu partout, lorsqu'on se baladait dans une ville ou même une campagne primarienne. Même si bon, bien entendu, il y avait quand même quelques restrictions, car les noms absolus en question pouvaient être un peu envahissants car très longs. Ah oui d'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour faire une parenthèse sur les noms portés par les primaires. Si vous avez été attentif dans mes précédentes vidéos, vous avez peut-être remarqué que certains noms semblent étrangement correspondre à leur métier ou leurs conditions. Comme par exemple celui du soldat Rumren Tegibro, qui vient de Rumpo Renascor Tego Vibro, et signifie vibrer, repousser, protéger en brandissant. C'est tout simplement car la notion de nom était très différente pour eux. Contrairement à nous, leur nom évoluait tout le long de leur vie, à mesure des étapes ou des événements. Par exemple, quand ils commençaient un travail ou quand ils intégraient une famille, etc. Je ne vais pas tout expliquer maintenant car cela demanderait un épisode entier. Ce que je vous demande de garder en tête, c'est qu'il y avait 3 formes d'appellation d'une personne. Le nom courant, qui était l'appellation la plus récente de la personne et la plus courte. Le nom officiel, qui était son appellation la plus récente mais comprenait également toutes ces appellations d'événements importants rajoutés. Ce nom n'était généralement utilisé que lors des cérémonies importantes. Et enfin, le nom absolu, qui était celui qui comportait l'entièreté des appellations et événements de la personne depuis sa naissance. Il n'était employé que lors des cérémonies de très grande importance, comme une élection, mais surtout lors d'un enterrement, puisque c'était ce nom absolu qui devait être gravé pour les communes ad vita. Et en ce sens, cela avait d'intéressant que, par ce dernier, il était possible de connaître toute la vie de la personne. En attendant un futur épisode, si le sujet vous intéresse, je vous recommande de jeter un œil au livre de Claude Pouzadou, Les légendes par les noms. Il s'agit d'un recueil des noms absolus et traduits des plus grandes figures primariennes, généralement accompagnés de leur histoire. Un bon moyen de faire le parallèle entre le nom et la vie d'une personne. Et aussi, vous avez également le site primaenomensimulator.com, sur lequel vous pouvez indiquer différents cas de figure pour une personne et le déroulement de sa vie, et voir le résultat sur son nom. Au départ, cela a été développé par une équipe de passionnés, et par la suite, les chercheurs l'ont vu et l'ont racheté pour intégrer la totalité des termes connus. Vous pouvez donc y aller sans crainte, les informations sont sûres. Pour revenir sur le rite funéraire et l'inscription des noms, comme je l'ai précisé, il y avait quand même certaines limites et des règles à respecter. Tout le monde ne pouvait pas se permettre de graver n'importe où. Par exemple, il était interdit de graver un écomène sur un bâtiment qui ne nous appartenait pas. Pour les bâtiments officiels comme les églises, palais et tours d'archives, ceux-ci possédaient généralement beaucoup d'écomènes qui étaient les noms de tous ceux qui y avaient exercé et y étaient morts. Cela témoignait de son ancienneté. En raison de l'usure des intempéries, seules les personnalités les moins importantes étaient gravées à l'extérieur. Les figures les plus illustres, elles, étaient gravées sur les murs intérieurs. De ce fait, les bâtiments les plus anciens pouvaient avoir certains de ces murs entièrement décorés des inscriptions primaréennes témoignant de tous ceux qui avaient vécu et de leurs histoires. Il est d'ailleurs à noter qu'en termes d'histoire, ce principe pouvait donner lieu à des situations plutôt comiques. On a par exemple le cas du soldat Lamium Virgops, qui n'était qu'un petit soldat relativement inconnu et dont le nom fut gravé sur un rocher d'un champ de bataille. Quelque temps plus tard, un autre soldat se rendit compte d'un fait étrange. Ce Virgops n'avait dans son nom aucun événement de fait d'armes. En revanche, il comportait beaucoup de naissances, ce qu'on appelle une désignation du père, et de Artivolux, ce que l'on peut grossièrement résumer par le fait que quelqu'un a dit qu'on était un bon coup, dans le sens sexuel du terme, et ce dans plusieurs pays proches du sien. À la suite de cette découverte, la légende de Virgops commença à se répandre, comme quoi il s'agissait d'un soldat qui ne s'était jamais battu, mais avait profité de chaque champ de bataille pour, disons, honorer ses ennemis. Des contes ont été imaginés, ainsi que des chants plus ou moins grivois, vantant ses mérites d'amant des champs de bataille. Son plus connu se nomme Vigueur de Virgops. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le chanter, mais vous verrez en le cherchant sur internet qu'il est particulièrement imagé. En ce qui concerne le deuil, il va de soi que ces inscriptions aidaient les amis et membres de la famille à se recueillir. Pour autant, ces personnes ne cherchaient pas à les maintenir intactes, y compris dans le cas où elles étaient présentes dans des lieux susceptibles de les faire s'effacer. La perception des primaires était qu'une personne décédée dont le nom était encore présent maintenait sa mémoire dans le monde des humains, le temps que son essence soit digérée par son dieu.
quand, pour une raison ou une autre, son nom disparaissait, sa famille et ses amis considéraient que sa mémoire ne faisait désormais plus qu'un avec son dieu, et il n'était plus nécessaire de l'honorer car cela revenait directement à prier le dieu concerné. Plus la mémoire du défunt était importante par ses actions et son vécu, et plus il était nécessaire de la conserver, même si cela voulait dire retenir un peu plus son essence. Inversement, les personnes ayant commis des crimes ou mis au ban de la société pouvaient avoir leur écomène directement gravé sur leur cadavre. C'était un signe que l'on voulait les oublier rapidement, en même temps que la décomposition de leur corps. Cependant, la pire chose que l'on pouvait faire était de ne pas avoir d'écomène du tout. Là, il s'agissait d'un crime très grave envers la société primarienne, car une personne morte sans écomène ne restituerait jamais son essence à son dieu, et elle était alors perdue. Par voie de fait, cela affaiblissait l'ensemble des dieux, et donc pouvait à terme, et selon leur religion, mener Primae à sa perte. Toujours dans l'écomène, nous pouvons évoquer une autre de ces formes très particulières, qui se nomme insécomène, que l'on peut traduire par « poursuivre le nom ». Ce procédé consistait en la gravure de l'insécomène d'un décédé sur une autre personne qui, elle, était vivante. Alors, cela ne pouvait être effectué qu'à la condition que la personne décédée ait donné son accord de son vivant. L'insécomène n'était considéré comme réussi que si la personne qui le recevait avait assez de place sur son corps et s'il parvenait à l'endurer entièrement. Car, oui, je rappelle que la gravure se fait à l'aide de l'application de tiges de métal chauffées à blanc. Dans le cas d'un insécomène réussi, la personne devenait alors douanima. On considérait que l'essence et donc l'esprit du décédé vivaient à travers lui, et chacune de ses possessions, titres, travaux et liaisons lui était acquise. Bon, malgré son aspect matériellement et socialement intéressant, l'insécomène restait assez rare car il était très difficile à supporter. Les personnes préféraient dès lors s'arranger autrement pour les transferts matériels que par cette pratique. A noter que malgré tout, dans l'histoire de Status, la personne à avoir subi le plus grand nombre d'insécomènes est un homme nommé Inmansitan Sibusita. Selon les écrits, il s'agissait d'un véritable colosse au corps immense qui a vécu en tyran du pays de Anibestiarus après être allé jusqu'à un quadranima, c'est-à-dire avoir 3 noms inscrits sur son corps. Ces noms inscrits n'étaient autres que ceux des cardinaux des 3 cultes de son pays. Cela faisait donc de lui une sorte de pape ultime et ça l'a maintenu au pouvoir pendant 10 ans. On peut retrouver les détails de son histoire dans le livre La domination d'Imansitan de Daniel Parrocchia, ainsi qu'une thèse sur les croyances primaréennes et pourquoi l'insécomène était si important à leurs yeux. Enfin, il serait difficile de parler du sujet de la mort sans évoquer Oxytragore, qui n'est rien de moins que la déesse de la mort elle-même. Son pays se situe juste à la frontière de la ceinture forestière et des marais occidentaux, et sa religion était séparée en 3 cultes, la mort, le deuil et la souffrance. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps, sachez juste que le pays d'Oxytragore a ceci de particulier qu'il a connu l'un des règnes papales les plus violents qui soient. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Au final et pour résumer, la notion principale à garder à l'esprit est que la mort pour les primaires faisait partie d'un cycle, et que ce n'étaient pas les corps mais les mots qui permettaient à une personne disparue de maintenir sa mémoire. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir les notions sur la vision de la mort et des funérailles. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.